Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons vu énormément de choses pour l'instant en MongoDB, en utilisation de la base de données. Par contre, l'intérêt d'une base de données, c'est effectivement aussi de pouvoir protéger ces données. Protéger ces données, ça peut être pris par des mesures très simples au départ, de créer des utilisateurs par exemple qui n'ont pas droit à tout. D'avoir un utilisateur qui n'aurait que des droits de lecture permettrait justement de ne pas lui laisser l'accès à la modification des données et donc ça permettrait de conserver l'intégrité des données. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, comment créer des utilisateurs, et vous allez voir que MongoDB fonctionne un petit peu différemment par rapport à ce qu'on a déjà pu voir en MySQL ou en PostgreSQL. Pour l'instant, nous avons utilisé MongoDB sans nous soucier d'avoir un utilisateur. Alors qu'en MySQL ou en Postgre, eh bien, dès l'installation, nous créons un utilisateur admin qui ensuite nous permettra en fait de nous connecter, et c'est l'admin en fait qui a tous les droits qui va nous permettre de créer les autres utilisateurs. Ici en MongoDB, en fait, on a installé MongoDB et dès le début, on a pu créer des collections, on a pu les mettre à jour, on a pu faire ce que l'on voulait avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on est admin lorsque, en fait, on ne rentre aucun utilisateur? Bon, ce qui serait quand même une sacrée faille. En fait, pas du tout. Vous allez voir que MongoDB fonctionne un petit peu différemment et de base, en fait, l'authentification n'est pas activée. Et donc, jusqu'à ce que vous ayez créé un administrateur et jusqu'à ce que vous ayez activé la possibilité de gérer les utilisateurs, eh bien, si vous ne rentrez aucune information de connexion, eh bien, vous aurez le droit d'aller sur MongoDB. Donc on va voir un petit peu comment tout ça, ça se passe. On va prendre toutes ces notions-là dans l'ordre et on va voir comment est-ce que je peux créer mes utilisateurs MongoDB en commençant bien entendu par l'utilisateur admin. Alors, je me suis créé un petit PowerPoint, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes pour ne pas perdre le fil. Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est qu'effectivement, vous vous êtes rendu compte que quand vous vous connectez sur MongoDB, eh bien, pour l'instant, vous ne donnez pas d'informations sur l'utilisateur connecté. Je me connecte ici, je lance un Mongo démon d'un côté, et je lance un Mongo Shell de l'autre côté. Donc, Mongo Shell. Voilà. Vous voyez que je me suis connecté en fait à Mongo sans donner d'informations sur qui j'étais, quel utilisateur j'étais, quel mot de passe j'étais. Et en fait, vous voyez que la connexion marche et que je me suis directement mis sur le schéma de test. La même chose est vraie si jamais j'utilise Compass. Si on jette un petit coup d'œil aux informations de connexion, voilà, j'ai Compass. Vous voyez encore une fois que MongoDB se connecte avec au localhost sur le port 27017. Ok, mais par contre, ça ne me dit pas avec quel utilisateur et avec quel mot de passe utiliser. Et pourtant, quand je me connecte, vous voyez que j'arrive quand même à me connecter à MongoDB. Ok, donc ça veut dire que de base, tant que j'ai pas défini d'admin, je peux me connecter sans donner de chaîne d'authentification. Donc c'est pas très sécurisé, donc on va pallier à ça. Et on va essayer de voir comment est-ce que je peux faire. Alors la première chose à faire est déjà de créer un admin. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais reprendre mon shell sur lequel je m'étais connecté. Je vais voir si je peux zoomer un petit peu en plus grand. Ok. Donc la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette sur le schéma admin. Alors le schéma admin, on sait que lors de la création de MongoDB, eh bien MongoDB créait plusieurs schémas sans qu'on soit obligé de les créer nous-mêmes. Il y avait admin, il y avait config, il y avait local. Tout ça, en fait, ce sont des bases de données qui sont créées directement à l'installation de MongoDB, et MongoDB va les utiliser pour gérer ses propres données. Donc pour l'instant, on n'y avait pas trop touché, on n'y avait pas trop fait attention. Maintenant, effectivement, comme on va créer un admin, ça va se faire dans la partie administrateur. Ok, alors de quoi je vais avoir besoin pour cet admin? Eh bien, il va falloir que je crée cet admin. Alors comment ça marche? Eh bien, je vais déjà faire un DB. Alors la syntaxe, c'est vraiment du MongoDB. Je vais faire un create user. Je vais donc ouvrir ma parenthèse. Et ce user, en fait, que je vais créer, il va être défini par quoi? Eh bien, en fait, vous voyez qu'il va être défini par plusieurs choses. Il va avoir un nom, il va avoir son mot de passe, naturellement, pour se connecter, et il va avoir un rôle, c'est-à-dire quelle est la collection de droits à laquelle il va avoir accès et sur quelle base. Donc là, je vais créer un admin qui va avoir un mot de passe, alors je vais l'appeler password, parce qu'on est dans les tests, donc je ne vais pas créer un mot de passe trop compliqué, mais naturellement, ne mettez pas password en mot de passe d'admin, surtout pas.
Et pour les rôles, je vais lui donner un rôle qui s'appelle User Admin Any Database, qui est assez parlant, c'est-à-dire que je vais le rendre administrateur de toutes les bases de données, et je vais donner ce rôle sur le schéma admin. Ok, donc je vais reprendre tout ça. Je vais mettre ça un peu de côté, voilà. Donc je vais créer mon user que je vais appeler admin. Très original, hein. Alors vous pouvez lui donner n'importe quel nom, hein. Le password, je vais lui donner mon super password. Ok, ça marche. Je vais lui donner donc les rôles. Alors rôle au pluriel, hein. Rôle au pluriel, ce qui signifie que derrière, en fait, c'est un tableau qui va suivre. Donc je crochet ouvrant, crochet fermant. Et je vais donc lui donner un premier rôle qui est user admin. Alors je vais revenir après sur où est-ce qu'on trouve ces rôles-là. Hein. Any database. Alors j'ai toujours un doute, est-ce que le database est au pluriel ou au singulier? Non, il est au singulier. Ça marche. Hop. Database. Voilà. Je ferme, j'ai mon user database et je lui dis sur quelle database le droit s'applique. Eh bien, ça s'applique sur l'admin. Voilà. Il me manque encore une accolade fermante. Ça marche. Donc là, j'ai mon accolade fermante qui est avant le user et j'ai terminé ma parenthèse et j'ai terminé. Ok, ça marche. Très bien. Du coup, comment je peux voir si mon admin s'est bien créé? Eh bien, tout simplement, je vais faire... je vais simplement essayer de voir sur dbsystem.users.find. Voilà. Alors, je vais l'augmenter de nouveau un petit peu de taille. Hein. Ah, j'avais encore un ancien utilisateur, alors n'en prenez pas compte, hein, c'est un utilisateur que j'avais déjà créé pour autre chose. On voit bien que c'est l'admin que j'ai créé est ici. Donc j'ai bien créé un user qui s'appelle admin sur la base de données admin et qui a des droits d'admin, donc du coup là-dessus. Alors, juste une petite explication. Donc quand j'ai créé mon admin, je lui ai donné un rôle qui s'appelle user admin any database. Alors d'où il sort ce rôle? En fait, si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a fait en MySQL, on avait la possibilité de créer des rôles pour les utilisateurs. C'est-à-dire, il avait droit en lecture à cette table, il avait droit en écriture à celle-là, et ainsi de suite. Alors, on a la possibilité de faire exactement la même chose en MongoDB, sauf que MongoDB a aussi ce que l'on appelle en fait des rôles prédéfinis. Alors ça, vous pouvez vous rapprocher de la doc de MongoDB, qui est très bien faite, hein, et là, vous avez par exemple un sujet qui s'appelle les built-in roles, c'est-à-dire les rôles prédéfinis, et vous allez voir en fait que vous avez plusieurs rôles. Là, vous avez le rôle read, alors comme son nom l'indique, ça va être pour permettre de donner les droits en lecture uniquement, et là, vous avez détaillé en fait ce que la personne va pouvoir faire quand elle a le rôle read. Elle va pouvoir faire naturellement des find, elle va pouvoir faire les stats, ainsi ce genre de choses. Hein. Lorsque vous avez read-write, vous allez pouvoir avoir en lecture et en écriture, et avec ça, vous allez pouvoir, par exemple, créer des index, dropper des index, faire des find, faire des inserts. Bref, pour tout ça, vous utilisez le rôle read-write. Et ensuite, vous avez des rôles plus spécifiques à l'administration de bases de données. Vous avez dbadmin, qui peut être donc l'admin qui va vous permettre justement de créer plus de choses. Vous avez le DB owner, vous avez le user admin par exemple, et nous ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé, alors oui, si vous avez des clusters, vous avez encore d'autres rôles, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, là il faudra y revenir si jamais vraiment vous avez un besoin spécifique. Et alors il est où mon user admin Alors oui, là c'est si vous faites, celui qui est responsable des backups peut avoir ses propres rôles. J'aurais bien aimé retrouver mon read any database. Donc là c'est pareil, c'est des droits étendus, c'est-à-dire qu'avant vous aviez le droit de lecture sur une seule collection ou une seule base de données. Là vous pouvez dire en un seul ordre que vous avez donné le droit de lecture sur tout ce qui est disponible, le droit d'écriture sur tout ce qui est disponible. Et là vous allez retrouver effectivement celui que l'on a mis en place, le user admin any database, qui est vraiment le super admin, super utilisateur.
Pourquoi c'est celui-là le super utilisateur? Eh bien parce que les autres peuvent, par exemple, être admin, mais seulement sur une base de données ou seulement sur une collection. Là, vous avez vraiment l'admin, le super utilisateur, celui qui a vraiment tous les droits sur tout. Ok. Donc en termes de création d'utilisateurs, hein, là vous avez encore un DB admin et Databoys, là vous avez un user admin. Donc celui-là, c'est bien celui qui va nous permettre de créer les autres utilisateurs, les autres rôles, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Donc, notre admin est en place, et donc on va pouvoir maintenant utiliser cet admin. Alors, il y a encore une étape, malheureusement, hein, c'est que je vous avais dit que au départ, je pouvais me connecter en fait au shell de MongoDB sans chaîne d'authentification. Maintenant que j'ai créé un admin, je veux maintenant plus pouvoir le faire. Je veux en fait que MongoDB vérifie à chaque fois la sécurité et donc qu'il ne me permette plus de rentrer sans m'authentifier. Alors pour ça, j'ai une modification à faire. Il faut que je modifie le fichier de config de MongoDB. Alors, si jamais vous avez un petit problème parce que vous ne savez plus où vous avez installé MongoDB, eh bien tout simplement, vous pouvez ouvrir une fenêtre de commande et faire simplement un where MongoDB. Et en fait, ça va vous donner le chemin où se trouve MongoDB. Hein, chez moi, le chemin, c'est C, Program File, MongoDB, Serveur, version 6, bin, MongoDB, exe. Ok, donc je prends simplement ce chemin-là. Je le colle dans mon Explorer, voilà, et je m'aperçois effectivement que mon MongoDB est bien ici, hein, c'est bien l'application qui me permet de lancer le démon, et là vous avez un MongoDB qui est un fichier de configuration. Ok, donc celui-là, bah, je vais l'ouvrir avec ouais, Studio Code, allez, j'aurais bien aimé Notepad++, mais c'est pas grave, bon, je vais quand même prendre... Ouais, ou même Notepad. Hein. Hop. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, dans MongoDB, vous allez voir que c'est toutes les configurations qui sont utilisées pour... toutes les configurations qui sont utilisées pour lancer le démon. C'est-à-dire que vous retrouvez le port ici, vous retrouvez le localhost sur lequel il doit être lancé, et ainsi de suite. Et en fait, là, vous avez quelque chose qui s'appelle Security. Et Security, vous voyez que c'est précédé d'un dièse, ce qui veut dire en fait que pour l'instant security est en commentaire. Ok, donc on va pas le laisser en commentaire, ce truc-là. On va le décommenter. Voilà, security. Et on va donc créer, lui dire que maintenant il faut qu'il y a une demande d'autorisation. Et donc tout simplement on va mettre authori. Alors j'ai juste peut-être écrit un peu plus grand, comme ça ça se voit mieux. Dans la partie security, on va mettre authorization, hop, enabled. Voilà, autorisation, donc, ouais, ok. Je sauvegarde. Ouais. Ouais, il existe déjà, ouais. Ah oui, alors j'ai lancé un MongoDB, donc ça me dit qu'il n'a pas le droit de le... il veut pas le faire, puisque effectivement MongoDB est déjà en fait lancé. Hein. Donc je vais juste... voilà, je vais juste sortir de là. Donc normalement, maintenant, il devrait pouvoir le sauvegarder. Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il va encore m'embêter avec le service? Ok, il en veut toujours pas. C'est pas grave. On va donc devoir passer par le gestionnaire des tâches. Donc dans le gestionnaire des tâches, vous allez retrouver en haut dans l'onglet ce qu'on appelle service. Voilà. Et dans les services, normalement, vous avez un MongoDB qui tourne quelque part, donc il faudra aller le chercher. Hein. Il va s'appeler MongoDB MongoDB. Voilà. Donc celui-là, on va juste l'arrêter. Voilà, donc le service MongoDB est arrêté momentanément, ce qui va maintenant normalement pouvoir me permettre de sauvegarder mon fichier de config. Oui. Non. Je n'ai pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Alors, est-ce que je vais
je peux l'ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir en tant qu'admin? Bon, du coup, je dois avoir un problème de droit quelque part. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va fermer le fichier. On va simplement aller dans les propriétés, sécurité. Bon, je vais mettre les droits à tout le monde. Donc, je vais modifier simplement les droits. Je vais ajouter un droit. Dans la fonction avancée, je vais rechercher et je vais simplement mettre que tout le monde a les droits en fait sur ce fichier-là, en double-cliquant dessus. Ok, donc tout le monde aura les droits et je veux que tout le monde puisse faire de la lecture, de l'écriture également. Voilà, j'applique. Ok, ok. Donc normalement, ça aurait dû solutionner mon problème. Donc je rouvre le fichier maintenant. Je vais juste faire essayer quelque chose. Ok, ça a l'air de sauvegarder, ça marche. Donc là, je décommente Security. Je décommande Security, et ce que je dois faire également maintenant, c'est écrire en dessous que je veux donc que l'autorisation se fasse. Authorization enabled. Ok, enabled. Ok, authorization. Ça marche. Je sauvegarde, donc maintenant j'ai plus de problème de droit, ça devrait marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il ne faut pas que j'oublie. Eh bien, tout simplement, j'avais mon service MongoDB qui était arrêté. Celui-là, je vais donc le démarrer. Il va donc maintenant prendre le nouveau fichier de config il va le prendre en compte. Hein. Vous voyez qu'il est en cours d'exécution. Ça veut dire que, puisqu'il a pu démarrer, c'est qu'il a trouvé que le fichier de configuration était au bon format. Si jamais vous avez fait une faute de frappe ou quelque chose comme ça, il se peut que MongoDB ne redémarre plus. Et bien tout simplement, c'est que vous avez fait une faute de frappe dans la ligne que vous avez modifiée. Ok, ça marche. Du coup, maintenant, eh bien, je vais fermer un peu mes fenêtres de commande, puisqu'effectivement, je vais devoir redémarrer avec le nouveau fichier de config. Donc, ici, je vais simplement lancer mon démon. Voilà, je m'aperçois que mon démon est lancé. Hein. Donc, encore une fois, ça confirme que j'ai bien tapé ce qu'il fallait. Et de l'autre côté, je vais maintenant lancer tout simplement mon Mongo SH. Ok, donc ça fonctionne. Alors, j'ai beaucoup moins de choses qu'avant. Hein. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me connecter avec mon admin pour voir si le user admin a bien été pris en compte. Alors comment ça marche? Ça va être un peu plus compliqué, ça va être simplement, je vais lancer maintenant mon Mongo Shell. Je vais faire un petit peu plus grand. Je vais lancer mon Mongo Shell. Je vais spécifier le port sur lequel je me connecte, qui est donc 27017. Je vais devoir spécifier l'authentification database. Alors je veux me connecter sur la database admin. Je veux me connecter avec le user que j'ai appelé admin avec un A majuscule. Voilà. Et je veux rentrer le mot de passe par le prompt. Et donc je lance tout ça. Et j'ai dû faire une faute de frappe quelque part. Authentification. Ah oui, alors attendez. Ça c'est un O. Oui, il n'y a pas de fi. Alors à chaque fois je me fais avoir. C'est authentication database. Voilà. Donc il a compris que je veux me connecter avec le user admin. Donc cette fois-ci je vais lui dire que le mot de passe c'est password. Hein. Voilà, et cette fois-ci je suis rentré, je suis bien dans ma base. Alors je vais faire admin, hop. Je switch to admin et je me suis bien connecté. Alors attendez. Il m'a repris un... Non, c'est bon. Alors où est la chaîne de connexion? Je me suis un peu perdu.
Donc je me suis mis en admin, donc c'est bon, je suis connecté. Oula, il s'est un peu perdu là. Ok, donc ça veut dire que si je fais maintenant un db.system.user, system.user.find, je vais retomber normalement sur les utilisateurs qui ont été définis. Ok, ça marche. Très bien. Donc tout marche, et ça veut dire également que si maintenant je me connecte alors avec mon compass, et si je veux me connecter en admin avec mon compass, et bien pareil, je peux entrer ma chaîne, hein, donc là j'ai mon localhost, ici, donc compass va m'aider en fait à créer ma chaîne de connexion. Je peux aller sur Advanced Connection Options, je peux aller sur Authentification, et je vais lui dire que je me connecte avec un username et un password. Mon username c'est admin, mon password c'est password. L'authentification database, c'est optionnel, mais je peux dire que voilà, je me connecte sur la base admin. Et vous voyez en fait que tout ce que j'ai rajouté ici me remplace ma chaîne de connexion là-haut. Ça me dit que ça me met le password en place, ça me met le port en place, ça me met le mécanisme d'authentification et ainsi de suite. Et donc maintenant, je peux me connecter directement avec mon admin. Et donc maintenant, je suis connecté cette fois-ci en tant qu'admin à ma base de données. Ok. Donc une petite différence par rapport à MySQL, hein, où on a créé l'admin au moment de l'installation de la base de données. Là, en fait, on a libre en fait, de travailler sur MongoDB, et à un moment donné, quand on veut mettre l'authentification en place, eh bien, on doit le déclarer, on doit se créer un admin. Ok. Donc, maintenant j'ai mon admin, donc, ok. L'admin maintenant a tous les droits. Donc pour l'instant, ça ne m'a pas résolu encore mon droit de... ça m'a pas en fait résolu aucun droit en fait. Hein. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur qui va avoir dans un premier temps uniquement le droit de lecture. Alors j'ai pour l'instant pas de database, donc on va juste se créer une base de test. On va se créer une collection. Ah oui, j'ai pas le droit de créer, des bases de données, puisque mon admin, c'est un admin qui a le droit de créer des users. Ok, ça marche. Du coup, je vais d'abord créer quelqu'un qui aura le droit de créer des collections. Ok. Alors je vais créer Bob qui aura le droit de créer des collections, et puis je vais créer ensuite Kim qui aura le droit de lire uniquement. Alors je vais juste regarder si la base de test est en place. Ok, dbtest est en place, ça marche. Donc je vais juste me mettre en admin, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc recréer un nouvel utilisateur, donc db.createUser, ça j'ai le droit de le faire, puisque mon admin c'est vraiment l'administrateur des comptes, hein, des autres utilisateurs. Et donc je vais donc juste créer un utilisateur qui s'appelle Bob. Voilà. Bob, il va avoir un password, c'est mieux. Le password de Bob, je vais pas m'embêter non plus, hein, je veux pas faire une gestion compliquée des passwords, surtout pas pour un exemple, donc, mais évidemment, le jour où vous faites des vrais utilisateurs, ne leur mettez pas password en password. On est d'accord là-dessus. Hein. Ok, donc là, je vais créer ma chaîne de rôle. Le rôle que je vais donner à Bob, je vais lui dire que je veux qu'il ait le droit d'écrire et de lire. Donc, si jamais je reprends ma doc, si je lui donne read-write à Bob, il va avoir le droit de faire quoi? Et ben je cherche juste dans ma doc. Il aura le droit de créer une collection, il aura le droit de supprimer une collection, il aura le droit de faire des finds, des inserts. Ok, très bien, ça me suffira largement. Et donc pour qu'il ait le droit de tout ça, il lui faut le droit read-write. Alors ok, je vais lui donner le droit read-write.
Alors attention à la casse, hein, MongoDB est assez sensible à ça. Read-write, il y a bien un W majuscule. Et je vais lui donner ce droit sur quelle base de données? Je vais lui donner ça sur la base de données test. Ok, ça marche. Voilà, donc je termine les informations de connexion et je termine, voilà. Bob a été inséré normalement, donc si je fais un db system.users.find, ok, alors déjà j'ai find qui est faux, j'ai maintenant Bob, Bob est sur la partie admin, ah bon? Pourtant il me semblait que je lui avais dit, ah voilà, il a read-write sur la test, ça marche. Il a read-write sur la base de test, ok, ça roule. Du coup, ici, ici c'est root, enfin c'est l'admin qui est connecté, donc on va juste se connecter avec Bob. Donc je vais ouvrir un... hop, où est-ce que je peux... Ok, je vais laisser l'admin connecté, hein, je vais juste me connecter à côté avec Bob. Donc là pareil, je vais faire un advanced connection, je vais me mettre sur authentification par username et password. Donc mon bonhomme s'appelle Bob, il a un password et il se connecte sur la base de test par défaut. Et donc je vais me connecter. Alors Bob, password. Ok, donc il a le droit à test. Alors test, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Par contre, je peux créer une collection que j'appelle personne. Et Bob a naturellement le droit de créer une collection, hein, je vous le rappelle. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans la doc. Il a le droit de read-write sur test. Il a donc le droit de faire une create collection. Ok, donc je vais juste mettre des datas à l'intérieur. J'avais créé un petit fichier qui me permet de récupérer des données. Donc je vais faire un add data, import JSON, et je vais simplement faire un petit fichier que j'avais déjà mis en place dans mon cours de base de données, dans MongoDB, j'avais un mock data person. Voilà, alors c'est juste des informations sur des personnes hein, que j'ai fait avec Mukaru, que les personnes aient un nom, un prénom, un sexe et ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer que je peux insérer des données, et je vais vous montrer tout à l'heure en fait que en se connectant avec une personne qui n'a pas forcément la possibilité de mettre à jour la base, et bien en fait ça va être bloquant. Ok, donc on a bien maintenant une personne qui s'appelle Bob, qui a la possibilité de créer des collections et d'insérer des données à l'intérieur. Parfait. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour aller un petit peu plus loin? On peut analyser un petit peu ce que l'on vient de faire. Donc, on a vu que les informations de l'utilisateur, c'était quoi? C'était son nom, enfin son nom d'utilisateur, hein, son password, et éventuellement ses rôles. Alors, on a la possibilité également, et ça on va le voir avec Kim, qu'on a pour l'instant un petit souci, c'est que le mot de passe apparaît en clair dans le script de création. Hein. Vous avez vu que quand j'ai créé Bob tout à l'heure, quand j'ai créé Bob, je l'ai fait où? Je l'ai fait ici. En fait, vous voyez que si jamais vous faites une création d'utilisateur avec des scripts, eh bien vous allez avoir tous les mots de passe des utilisateurs dans le script. Alors il y a une autre possibilité hein, pour créer un password, et on va le voir avec Kim. On a la possibilité de voir en fait, de donner en fait, de rentrer le password sur le prompt. C'est-à-dire qu'au moment où on va créer l'utilisateur, eh bien MongoDB va demander le password directement sur le prompt, ce qui va éviter en fait d'avoir le mot de passe en clair dans le script. Alors comment ça marche? Je vous propose de créer Kim tout de suite. Alors comment je vais créer Kim? Je vais le créer un peu sur l'image de ce que j'ai fait avec Bob, sauf que Kim va avoir uniquement le droit de lecture. Et on va voir que ça va avoir des conséquences également. Donc on va faire un create user. Bon. C'est... ok. Alors user, cette fois-ci je vais l'appeler Kim. Ok. Le password, je vais pas m'embêter, hein, je vais toujours prendre le même.
ok, password. Au niveau des rôles, je vais lui donner cette fois-ci à Kim uniquement le rôle de lecture. Donc je vais lui donner le rôle read. Donc read, elle pourra faire des find, elle pourra vérifier ce qu'il y a dans les collections, par contre elle ne pourra pas modifier la structure d'une collection. Pareil, je vais lui donner tout ça sur la base de test. Ok, donc je termine ma gestion des rôles, je termine mon tableau, je termine mon profil utilisateur, et je termine ma parenthèse, et voilà. Voilà, donc user, maintenant j'ai Kim. Et Kim, en fait, elle a le rôle de read sur la base de test. Ok, ça marche. Alors quel est l'impact pour Kim? On va déjà se connecter sur Compass avec Kim, et on va regarder un petit peu ce qu'elle peut faire. Donc j'ouvre un troisième Compass. Toujours pareil, je vais sur Advanced Connection Options, je dis que je veux m'authentifier avec un username qui est Kim, et qui a un mot de passe qui est password, et je me connecte donc avec Kim. Ok, donc elle a accès à la base de test, et elle voit la table personne. En cliquant sur personne, je m'aperçois déjà effectivement que j'ai la possibilité de voir les personnes qui sont dans la collection. Donc ça a l'air de tenir la route, puisqu'effectivement, je disais que cette personne, que Kim, avait le droit de lecture uniquement. Est-ce que j'ai le droit maintenant de créer des datas? Eh bien, je vais importer un fichier personne, JSON, voilà, et je vais faire un import. Ok, et là en bas, alors je ne sais pas si on voit bien, j'ai un message d'erreur qui me dit que je ne suis pas autorisé à insérer des données dans une collection. Donc vous voyez que l'aspect sécurité maintenant se met en place petit à petit. J'ai déjà des utilisateurs qui n'auront pas le droit de modifier les données. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très important à faire, et c'est même important en tant que développeur, de temps en temps. Imaginons que nous fassions quelque chose de nouveau, une opération peut-être un petit peu cruciale ou un peu dangereuse. Eh bien, en fait, cette opération dangereuse, il vaut peut-être mieux la faire avec un utilisateur qui n'a uniquement les droits de lecture. Comme ça, on est sûr que l'on ne casse rien, on n'altère pas les données dans la base de données. On a un peu tendance, en tant que développeur, de travailler toujours avec les rôles d'admin. Alors c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, aux rôles admin sont liés beaucoup de droits, donc on n'est jamais bloqué quand on a quelque chose à faire. Mais le problème du rôle admin, c'est justement qu'on a tous les droits. On a les droits de supprimer les bases, on a le droit de supprimer les données d'une collection, et ainsi de suite. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sécurisé si on crée en fait différents profils, différents utilisateurs avec des droits différents, et notamment d'avoir uniquement des droits de lecture. Là aussi, si jamais vous faites par exemple un jour une application, une API web, eh bien c'est une bonne idée de dire par exemple que l'API accède à la base de données avec un utilisateur qui n'a que les droits de lecture. Comme ça, vous êtes sûr en fait que aucune modification ne sera faite, même si jamais on essaye un petit peu de truander votre API. Donc à partir du moment où vous commencez à sécuriser un peu les différents droits et les différents profils avec lesquels les utilisateurs accèdent à vos données, vous limitez en fait les problèmes de sécurité que vous pouvez avoir. Alors voilà, donc on a maintenant Kim qui a accès aux données en lecture, qui ne peut pas écrire, et on a de l'autre côté Bob qui a le droit de créer des bases et d'écrire dedans. Alors est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cette notion de droit? On a vu effectivement... Ah, je vous avais pas parlé du... Je voulais vous parler du password prompt. Bon, c'est pas grave. J'ai complètement oublié du coup. C'est pas grave, on va juste simplement se créer John. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc simplement, on va se faire un create... dans mes explications, je me suis un peu perdu. db create user. Et on va se créer un user qui s'appelle John. Ok. Et on va dire cette fois-ci simplement que son password, au lieu de dire que c'est un password, eh bien, je vais lui dire simplement que je vais le lire à partir d'une fonction qui s'appelle password prompt. Voilà. Password prompt. Et donc, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner les mêmes rôles que Kim. Je vais lui donner un tableau. Je vais lui dire que le rôle, c'est un rôle en read uniquement. Je n'oublie pas mes cotes, sinon il va croire que c'est une fonction. Dans la base de données, c'est la base de données de test, toujours. Voilà.
je termine mon tableau, je termine ici, je termine ma parenthèse, et vous voyez que quand je termine, il me demande quel est le password de John, et donc quand je le tape, en fait, maintenant j'ai une version sécurisée, donc le password n'apparaît plus jamais en clair dans les fichiers. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. On a aussi la possibilité, quand on est quand on est développeur, quand on travaille côté base de données, des fois ce que l'on aimerait c'est tester la vision de chacun des utilisateurs ou de chacun des rôles. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que développeur, on est souvent admin, on a souvent accès à tout. Mais si on voudrait s'assurer maintenant que les comptables, par exemple, aient accès aux bases de données et aux données dont ils ont besoin pour faire leur travail, eh bien on pourrait se loguer sous un profil comptable et vérifier effectivement que toutes les données sont là, que l'on puisse correctement faire son travail. Et à force de changer d'utilisateur, on oublie peut-être un petit peu de temps en temps de savoir avec quel utilisateur on était connecté. Eh bien en fait, il existe une commande qui vous permet de vous rappeler, donc elle s'appelle run command, qui vous permet de vous retrouver quel est l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Voilà. Donc tout simplement, je vais récupérer mes statuts de connexion. Connection status. Hop, je vais mettre à 1 pour dire que je veux les afficher. Et donc en lançant cette commande-là, eh bien vous voyez que je vais récupérer mes informations d'authentification, à savoir que je suis l'user admin, je suis connecté sur la base de données admin, et que mes rôles, et que j'utilise un rôle qui est user admin any database sur la database admin. Donc en fait, ça retourne en fait toutes les informations de connexion. Donc si jamais vous avez un doute, que vous ne savez plus avec qui vous êtes connecté et quels sont les droits que vous avez sur votre profil, eh bien le run command connection status peut vous donner toutes ces informations-là, sans être obligé de vous déconnecter et vous reconnecter pour être sûr d'être sur le bon utilisateur. Ok, ça marche. Du coup, alors je me suis connecté avec Bob sur MongoDB Compass. J'ai tout à fait la possibilité également de passer en mode shell sans aucun problème. Il faut juste que du coup je reprenne ma chaîne de connexion. Je me connecte à Mongo Shell. Je suis sur le port 27017. J'ai toujours une authentification, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois, database. Donc Bob se connecte sur test et son user c'est Bob. Hop. Et le mot de passe va arriver par prompt. J'entre mon password, hop. Alors j'ai une authentification de failed. Pourquoi? Je vais enlever ça pour voir. Ok, je sais pas pourquoi l'authentification database pose problème lors de l'authentification. Donc je vais pas le placer. Je sais pas, il y a un truc que j'ai du mal taper, ou alors j'ai une différence entre test avec un T majuscule ou un test avec un T minuscule peut-être. Bon, bref. Donc Bob est bien sur test. Et si je fais un dbperson.find, décidément, find, c'est avec un P majuscule, personne? Hop, voilà. Je retrouve bien mes personnes, hein, donc j'ai bien accès à la base de test avec Bob. Par contre, si je veux faire un use admin, alors je suis bien sûr admin, et est-ce que je peux voir quelque chose? Qu'est-ce que je peux voir? Alors, est-ce que j'ai quelque chose sur admin? Si je suis sur admin et que je fais db.system.user.find, alors je sais plus si user a un S, ok. Donc vous apercevez que cette fois-ci, quand je suis connecté en tant que Bob, eh bien je ne suis pas autorisé à faire un find sur la base de données admin. Donc en fait, vous voyez bien que les droits ont été complètement respectés. Ok, ça marche. Donc on a la connexion par shell, on l'a fait, la connexion Compass, on l'a fait. MongoDB, si jamais vous posez des questions sur... si je reprends MongoDB Compass, peut-être que vous avez vu au passage, au moment de vous connecter, des protocoles de connexion.
que vous arrivez à voir, par exemple, si je vais en Advanced Connection Options, ici, voilà, authentification, je retombe, alors moi je me suis toujours connecté avec un user et un password, et on peut se connecter avec un X509, Kerberos, LDAP, AWS, IAM. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des protocoles qui vous permettent d'externaliser l'authentification à votre base de données. C'est-à-dire que les user passwords ne sont plus gérés chez vous dans la base, mais sont gérés en fait par un service distant que vous allez accéder à chaque fois qu'un utilisateur en fait essaie de se connecter. Donc je rentre pas plus loin parce que sinon je vais exploser le temps que va durer cette vidéo. Si jamais vous voulez utiliser ces outils externes, vous pouvez vous renseigner dessus, hein, donc Kerberos, LDAP, X509. C'est des fournisseurs qui vont en fait gérer l'authentification à votre place. Il n'y aura plus la gestion de mot de passe d'utilisateur directement dans votre base, mais elle sera générée par un service externe, par une entreprise externe. Voilà. Naturellement, il est possible de supprimer un utilisateur. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais je vais juste essayer de retrouver mon admin. Si par exemple, donc, si je fais un user.find, voilà, je retombe tous mes users et je m'aperçois en fait que je me suis trompé, je voulais pas John, je l'ai créé en trop. Donc on va simplement faire un drop user et on va dire au revoir à John. Voilà. Et donc maintenant, si je prends mes system users, je n'ai plus John, le dernier utilisateur, et maintenant Kim. Donc en fait, tout est toujours réversible, hein, mais ça, si vous faites de la base de données ou si vous avez déjà fait avec des bases de données SQL, vous savez bien en fait que chaque rôle est réversible. Alors je ne sais pas si on peut resupprimer l'admin. Je suppose que si c'est possible, eh bien en fait on retombe sur la situation de départ où on peut de nouveau se connecter sans avoir un administrateur. Alors pour les gestions d'utilisateurs, donc on a vu qu'il existait plusieurs rôles, hein. On a vu que Kim on lui avait donné le read, on a vu qu'on pouvait lui donner le read-write, on a dit qu'on pouvait donner les droits d'administration, les droits owner qui est en fait le cumul des trois premiers, on a du read, du read-write et du admin. Le user admin c'est celui qui va gérer les utilisateurs, c'est l'admin que j'ai créé, qui m'a permis de créer Bob et Kim. On va avoir par exemple une gestion des backups, celui qui va s'occuper des sauvegardes. Et on a un espèce de super user qui s'appelle root. Naturellement, on peut cumuler les rôles, hein, une personne peut avoir plusieurs rôles. Et on a tous ces droits ont des variantes qui s'appliquent à toutes les bases de données, c'est-à-dire que vous voyez que à Bob, je lui ai donné le read-write sur test, à Kim, je lui ai donné le read sur test, mais j'aurais pu lui donner un read any database qui aurait dit, bah voilà, tu as le droit de lecture sur toutes les bases. Bob, tu as le droit de read, write, any database, tu as donc le droit de lire et écrire sur toutes les bases de données. Donc ça, c'est tous les rôles prédéfinis que vous pouvez utiliser, qui sont du coup déjà connus dès l'installation de MongoDB, et vous avez naturellement la possibilité d'avoir une gestion un petit peu plus fine, si vous voulez par exemple faire de la gestion de droits par collection, par base de données, vous en avez naturellement le droit également. Vous avez le droit donc de créer votre propre rôle, okay, et donc ce propre rôle va être en fait ça va ressembler énormément à ce qu'on a déjà fait dans la partie SQL, c'est-à-dire que le rôle va en fait être une liste de droits. Voilà, j'ai le droit de lecture sur cette table, j'ai le droit d'écriture sur cette table, j'ai le droit de lecture et d'écriture sur celle-là, et ces trois droits ensemble, je vais en faire un package et je vais lui donner un nom de rôle. L'intérêt de faire ça, ça veut dire que si vous avez plusieurs utilisateurs qui doivent avoir les mêmes accès, eh bien ces accès, vous allez définir un rôle une fois pour toutes, et à chaque fois que vous avez un nouvel utilisateur qui doit avoir les mêmes accès, vous lui affectez simplement le rôle. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Alors j'ai pas grand chose dedans. On va essayer de faire un rôle beaucoup plus spécifique. Alors j'ai resupprimé John, donc on va pouvoir le créer de nouveau. Je vais juste, donc j'ai pas grand chose dans ma table. Je vais juste reprendre Bob, qui avait la possibilité, donc Bob avait la possibilité de créer des collections. Je vais juste créer une collection personne et une collection client. Voilà. Et donc client, les clients c'est des personnes aussi, donc je vais juste importer de nouveau des personnes, mais au moins ça me permettra d'avoir deux collections. Ok.
et comme ça j'aurai des droits différents sur les différentes collections. Ça marche. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais reprendre mon admin, qui doit être ici, ok, et je vais donc créer un rôle. Je vais donc créer db create role, voilà. Et ce rôle, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien déjà, je vais lui donner un nom. Alors ça peut être un nom de métier, hein, imaginons par exemple, je vais lui donner un nom qui s'appelle commercial. Voilà, le rôle c'est commercial, comme ça à chaque fois que j'ai un nouveau commercial, je vais pouvoir lui donner ce rôle-là. Puis je vais définir les privilèges. Non, bah décidément, privilèges. Alors les privilèges, c'est une liste de privilèges, donc à chaque fois que vous avez une liste, eh bien, vous avez un crochet qui s'ouvre. Et cette liste de privilèges, je vais simplement dire que c'est une liste de ressources. Alors la première ressource, elle va concerner la base de données de test. Elle va concerner la collection... alors j'en ai une qui s'appelle client, donc client. Voilà. Je vais juste regarder un petit peu la syntaxe. Ok. Là, sur la table client. Et sur la table client, qu'est-ce que je veux pouvoir faire? Je veux pouvoir faire plusieurs actions. C'est-à-dire qu'un commercial va avoir le droit de update les clients, insérer des nouveaux clients. Je ne vais pas lui donner le droit de remove, mais par contre, je vais lui donner le droit quand même de pouvoir les lire, donc c'est-à-dire que je vais lui donner le droit find. En fait, on comprend assez rapidement ce que ça fait, cette commande-là. Donc je termine mon tableau, et il ne faut pas que j'oublie de terminer ma ressource. Ok. Alors on comprend assez vite ce que ça fait, tout simplement, c'est que vous allez dire la base de données sur laquelle vous êtes, test, la collection sur laquelle vous travaillez, ok, donc là j'ai défini que c'est la collection client dans la base de données test, et sur cette base de données, je veux que mon utilisateur, mon rôle commercial, puisse faire un update, un insert et un find sur cette collection-là. Ok. Pour donner la différence, je vais encore créer une deuxième ressource. Cette fois-ci, je vais faire une ressource sur ma table personne, et je vais donner des droits différents pour qu'on voit si tout fonctionne correctement. Donc, c'est toujours la base de données de test, ça n'a pas changé. On est cette fois-ci sur la collection personne, alors j'ai tout mis avec une majuscule. Ok, et cette fois-ci, les actions vont être un peu différentes. Je ne veux pas que mon commercial puisse modifier la table personne. Je vais donc juste lui donner le droit de find. Ok. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, puisque dans la même base de données, en fait, je vais avoir des droits différents selon la collection. Je vais pouvoir tout faire sur la table client, je vais pouvoir faire seulement un find sur la table personne, et je vais pouvoir supprimer des éléments dans aucune des deux tables. Ok. Oui, bah oui. Ah, j'ai pas fini, oui. Alors, je termine donc mon tableau ici. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Bon, c'est pas grave. Et si jamais je voulais encore lui donner un rôle prédéfini, eh bien je pourrais dire qu'en plus de ses privilèges, il a encore des rôles. Et ces rôles, par exemple, ça pourrait être que il a le droit de lecture sur la partie admin. Donc je peux cumuler dans un rôle des privilèges vraiment au cas par cas, et je peux aussi réutiliser les rôles prédéfinis par MongoDB. Donc là, par exemple, en plus des privilèges que je lui ai donnés sur les deux collections clients et personnes, je lui dis qu'il a aussi le droit de lecture sur l'admin. Donc là, je termine correctement. Voilà. Et là, on devrait être bon. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas, qui a l'air d'être là. Alors,
Action find, ça c'est bon. Par contre, j'ai pas terminé. Ah, j'ai pas terminé correctement la ressource. Ah, j'ai écrit ressources quelque part. J'ai écrit collection avec 3 L. Alors j'ai ressources ici. J'ai ressources ici. Ah, ressources. C'est avec un S. Ok, ça marche. Donc j'ai créé mon rôle. Qui va donc me permettre maintenant, à chaque fois que j'ai un nouveau client qui est un commercial, au lieu d'avoir toutes les ressources à lui donner les privilèges un à un, je vais simplement lui donner le rôle commercial et donc il aura le rôle qui lui permettra de travailler correctement. Alors là aussi, il y a tout plein de fonctions qui va me permettre de récupérer les rôles d'un utilisateur, qui va me permettre de récupérer qui va me permettre de retrouver tous les rôles. Par exemple, si je fais un db.getRoles, voilà, je vais retrouver tous les rôles qui ont été définis, tout simplement. Donc là, j'ai un rôle commercial, on voit bien que il a comme rôle, il peut faire du read sur admin. Par contre, on voit pas les privilèges. On voit pas les privilèges parce que, à mon avis, ça doit se faire du coup avec... Ça doit être... avec getRoles, je dois pas tous les donner. On va juste faire un getRole. Et on va spécifier vraiment le rôle que l'on cherche. Donc le rôle c'est commercial. Voilà. Et on va simplement lui demander de nous afficher tous les privilèges. Donc oui, on va lui faire un show privilège. Hop, hop, non, c'est parenthèse, donc je ferme mon machin, je ferme ma parenthèse, et donc là on devrait avoir, voilà, et ça va me donner tous les privilèges de mon rôle, et je vais retrouver, voilà, le find insert update sur la table client, le find sur la table personne, et ça c'est quoi? C'est tout simplement les privilèges hérités du rôle de read et de read write, et vous voyez qu'il peut faire un find, qu'il peut faire ce genre de choses. Ok, donc ça c'est le rôle, getRoles, revoke roles from user, c'est une fonction qui va vous permettre de supprimer un rôle qui a été attribué à un utilisateur, grant roles to user, c'est un droit qui va vous permettre de lier un utilisateur à un rôle, drop role, vous allez pouvoir supprimer un rôle, vous allez pouvoir faire un drop all roles qui va vous supprimer tous les rôles, avec une certaine limitation évidemment, vous ne pouvez pas supprimer les rôles prédéfinis par MongoDB. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer read, read-write, et ainsi de suite. Donc quand vous faites un drop all roles, c'est simplement les rôles que vous avez définis en tant qu'admin qui vont être supprimés, et pas les autres. Donc, maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est on s'est créé un rôle. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est donc me créer un utilisateur à qui je vais pouvoir attribuer un rôle. Ok, donc ça, j'en ai terminé avec ça. Donc on va voir tout simplement comment ça marche. Et on va regarder un petit peu en détail comment fonctionne le grant role to user. On voit en fait comment ça passe. Et bien en fait le premier argument va être le nom à qui je veux passer le rôle, et puis en dessous, eh bien, je vais spécifier, je vais devoir normalement spécifier le rôle. Ouais. Ok, on va regarder ça. Donc du coup, je vais reprendre ma petite fiche d'admin ici. Est-ce que j'ai encore la création de John quelque part? Je vais peut-être me recréer John. Ok, je vais me recréer John avec son password. Ok, j'ai donc maintenant un utilisateur John. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui dire... Je vais faire un db.grant roles to
user. Et je vais donc donner simplement que mon user c'est John. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, je vais lui dire quel est le rôle que je veux lui donner. Donc le rôle que je vais lui donner, ça va simplement être un tableau, hein, puisque je peux donner plusieurs rôles. Et le premier rôle que je vais lui donner, tout simplement, c'est le rôle commercial. Voilà. Normalement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Là, je termine mon truc, et je termine encore ma parenthèse. Ok. Donc, il veut un DB. Donc, rôle, c'est un commercial. Et je vais lui dire aussi que la DB, c'est donc test. Ah, il est défini où? Ok, ça marche. Il était défini sur la table admin. Hein, donc il faut qu'il sache où il doit chercher le rôle. Et effectivement, le rôle que j'ai défini commercial, il est bien sur la DB admin. Hein. Le rôle a été défini sur admin, même si les droits portent sur la table de test. Ok. Donc maintenant, normalement, si je devrais pouvoir retrouver... Alors getRole, ça devrait être bon, mais si je devrais pouvoir retrouver dans l'utilisateur, je devrais pouvoir retrouver les rôles d'un utilisateur. Donc si je fais db.system.users.find, voilà, je me retrouve avec John, et je sais que John, voilà, peut read la base de test et a comme rôle commercial. Et donc, en tant que rôle commercial, eh bien, il va donc pouvoir... Alors, je ne sais plus ce qu'on avait défini pour le rôle commercial. Je crois que client, il pouvait tout faire, alors que personne, il pouvait pas tout faire. Donc, on va juste se faire un MongoDB Compass pour voir un petit peu si ça marche. Mais ça devrait. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne marchera pas, je pense. Je vais juste du coup me connecter encore une fois, cette fois-ci avec John que j'ai créé. Je vais lui mettre un password. Et je vais me connecter. Voilà. Donc lui il voit test et admin, hein, normal, puisque John par défaut voit aussi le admin en read. Hein. C'est ce qu'on avait créé. Donc dans test, il voit effectivement client et personne. Il peut voir client et personne, là on est d'accord. Si j'essaie d'ajouter des données dans personne et que je fais un import, voilà, eh bien j'ai un problème, je ne peux pas insérer dans personne. Par contre, si je vais maintenant dans client et que j'ajoute des données dans client, je fais un import, et bien là vous voyez que l'import a été fait et que j'ai 1000 nouveaux clients qui ont été insérés. Donc vous voyez que maintenant que même dans la même base de données, eh bien je peux dire que dans une collection j'ai le droit de faire un insert, dans une autre j'ai pas le droit. Ce qui va évidemment complètement dans le sens du rôle que nous avons défini, puisque le rôle que nous avons défini, si j'arrive à le retrouver, il est où? Définit effectivement qu'on a le droit de faire un find, un insert, un update dans client, et qu'on a le droit de faire uniquement un find dans personne. Et donc vous avez une gestion maintenant beaucoup plus souple des rôles et des privilèges. Si demain vous avez un nouveau commercial qui arrive dans l'entreprise, eh bien vous lui donnez le rôle commercial et il aura directement les mêmes droits que les autres commerciaux qui sont déjà dans l'entreprise. Et donc, pour celui qui va gérer les utilisateurs, eh bien, c'est d'autant plus facilité. Donc voilà encore un petit chapitre supplémentaire sur la gestion de MongoDB. Alors MongoDB, comme c'est souvent relié à une architecture web, eh bien l'intérêt de créer des utilisateurs et de réduire les droits de ces utilisateurs est quelque chose de très intéressant. Ça a un aspect sécurité, puisque ne laissez surtout jamais des utilisateurs externes accéder à une base de données avec les droits d'administrateur. Hein. Essayez toujours de limiter au maximum ce que les utilisateurs ont le droit de faire sur la base de données. Ça vous permettra justement de dire, bah voilà, l'utilisateur n'a le droit que de consulter la base, et donc vous êtes certain qu'aucune modification de structure et de cohérence des données ne sera faite. Ce ne sera plus la peine de vérifier, c'est simplement la personne n'aura même plus les droits
pour le faire. La gestion des utilisateurs, elle peut être intéressante aussi en tant que développeur pour s'attribuer les rôles d'autres personnes dans l'organisation. Si par exemple, vous travaillez dans une entreprise où votre solution est utilisée à la fois par les comptables, par les gens en ressources humaines ou ce genre de choses, vous pouvez vous dire, momentanément, je vais me mettre le rôle de comptable ou le rôle de ressources humaines, et je vais donc avoir la même vision que ceux qui travaillent dans ce service-là par rapport à mes données. Et du coup, ça va me permettre de vérifier est-ce que j'ai bien accès à toutes les collections dont j'ai besoin pour effectuer mon travail. Ou est-ce qu'à un moment donné, je me retrouve bloqué par un problème de droit. Donc ça peut être très intéressant aussi pour nous, développeurs, de se trouver dans la vision des gens avec lesquels on travaille et de vérifier si effectivement tout est disponible. Donc voilà, encore on va toujours un petit peu plus loin dans l'exploration de MongoDB, je pense qu'on en a fait un sacré tour pour le moment. Je pense qu'après il y aura des besoins spécifiques, mais je pense qu'on a fait maintenant un tour de tout ce qui permettait de prendre en main correctement MongoDB, de pouvoir créer ses premières bases de données, manipuler ses premières données et se connecter maintenant avec des utilisateurs différents. Si jamais vous avez encore des besoins spécifiques en MongoDB, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Sinon, je pense que MongoDB, c'est quelque chose où je pense m'arrêter ici. On verra d'autres sujets, mais je pense que pour MongoDB, on a fait un tour de tout ce que je voulais vous montrer sur la base de l'utilisation de cette base de données. À bientôt!